Avant la chute, l'humanité s'étendait aux 4 coins du monde. Nos ancêtres bâtirent de grandes cités et partirent à la conquête de terres nouvelles. Le progrès devint le moteur du changement. Dans les flammes de la chute et des guerres kaiju, beaucoup de choses furent perdues. La mort de l'ancien monde conditionna l'émergence du nouveau. La thaumaturgie est une réalité. Les paramenaces également. Au milieu des humains se cachent de vils paranthropes, des mutants que beaucoup considèrent comme une terrible menace. Nous vivons à une époque de fer et de vapeur, une époque de lames et de langues acérées où une réplique cinglante peut être aussi mortelle que la pointe d'une baïonnette. En l'empire de Francie, les hommes et les femmes de la Légion étrange luttent chaque jour pour préserver leurs concitoyens des dangers de la normalité. Voici une de leurs histoires. Épisode 5. Michelle Simons et les robots ninjas. Putain, mais c'est qui fait froid! Maugréa Aurore en serrant contre elle son épée manteau en fourrure. Tu m'étonnes que les gens ici sont tous des prédateurs capitalistes. Avec un climat pareil, ça me donne envie de patrouiller à nouveau dans le Morave. De ses jumelles, Étienne observait le penthouse en contrebas. Comme la plupart des moyennes fortunes de Visby, Michelle Simons avait opté pour une résidence dans un style brutaliste situé face à la mer Baltique. Le complexe disposait de sa propre piste de gyroptère et d'un débarcadère pour navires de faible tonnage. Sur 2 étages, le penthouse profitait d'une vue imprenable sur la baie. Seul un bureau semblait encore allumé. À proximité de l'unique entrée pour la route escarpée qui menait à la résidence, 2 vigiles et un chien montaient mollement la garde. La petite délinquance n'existait pas vraiment à Visby. Les crimes y étaient généralement bien plus feutrés. Avisant Aurore d'un regard amusé, Étienne commentera. On n'est plus sûr du méchant de Vapofilm là. Regarde-moi cette baraque, on dirait une base militaire. Je vois qu'un passage, cela dit, et il est gardé. Comme le coin n'a pas l'air très propice aux promeneurs, on va éviter de passer par là. Dis-moi, tu sais nager par hasard? Aurore regarda ses pieds. Eh bien, je sais faire la brasse. Ça compte dans une piscine ou pas? Parce que voler, ça va, du moment qu'il n'y a pas trop de vent, mais nager... Ah, la flemme! Voler? Étienne la dévisagea, incrédule. Tu peux voler? Alors, disons que je peux vaguement me propulser et planer quelques secondes. J'ai plus qu'une aile. Mon centre de gravité et ma portance sont un peu limités. À la base, j'en avais 2, mais... longue histoire. Histoire de merde, d'ailleurs. Peut te propulser assez haut pour aller sur le toit? Moi, je peux éventuellement passer par le débarcadère. Il a pas l'air gardé. Aurore observa les environs, semblant évaluer la distance. Ça devrait le faire. Il faudra que je m'allège un peu, mais je devrais pouvoir l'atteindre de façon stylée. Elle retira son épée manteau et ferma les yeux. Dans un craquement, le dos de son chemisier se déchira pour laisser passer une aile décharnée à la membrane rougeâtre. Pays à la con! Allez, on y va! Étienne regarda ailleurs en réprimant un haut de cœur. Malgré ce qu'il pouvait ressentir pour Aurore, l'apparition thaumaturgique d'une aile en malchère ne faisait pas encore partie des spectacles qu'il considérait plaisants. On se retrouve là-bas, Batgirl. Enfin, Batwoman. Enfin, t'as compris, quoi. Il avisera la mer avec une certaine appréhension. Préférant éviter une hypothermie précoce, Étienne prendra le temps de s'humidifier la nuque avant de plonger, nageant vigoureusement vers le débarcadère. L'eau glacée de la Baltique lui coupa le souffle. Sans son entraînement de commando, il aurait sans doute fini noyé en quelques brasses. C'est en tremblant de froid qu'il finira par se hisser silencieusement sur le ponton à la force de ses bras. Plus loin, dans un clong parfaitement audible, Aurore atterrit plus ou moins maladroitement sur le toit du bâtiment en finissant sa course par un roulé-boulet. Les vigiles, à moitié endormis dans leur doudoune, ne semblaient cependant pas l'avoir remarqué. Le chien, en revanche, se mit à aboyer. Accompagné par le flic-floc de ses vêtements trempés, Étienne parvient à se dissimuler derrière un petit entrepôt bétonné qui contenait des cordages pour amarrer un yacht. Le chien aboya plusieurs fois avant de retourner dans la cahute de son gardien qui alluma les lumières extérieures du complexe pour faire sa ronde. Quand il arriva à l'angle du mur d'enceinte, Étienne aperçut Aurore lui tomber dessus et l'expédier en 2 temps 3 mouvements de kung-fu stupidement complexes pour le neutraliser, sans le tuer. Du moins, il l'espérait, même si le bougre allait sans doute avoir quelques séquelles neurologiques. Sa besogne accomplie, elle leva un pouce en l'air en direction d'Étienne. Le vétéran poussa un soupir. Il était un peu trop tard pour lui crier que ce n'était pas nécessaire.
que toute l'idée de s'être à moitié congelé visait justement à ne pas avoir à neutraliser frontalement les gardes pour laisser de traces de leur passage. Il aurait tout aussi bien pu attendre au sec qu'Aurore dégage le chemin plutôt que de s'infliger cette baignade. Mais bon, Aurore faisait du Aurore. Frigorifié, il laissera ses considérations techniques de côté et s'avança en grelottant vers l'entrée principale. Il ne se souviendra de rien. Prends ses vêtements avant de crever de froid. Je vais m'occuper de l'autre garde et du chien. Se jetant sur les vêtements secs comme un sarmate sur du kvass, Étienne lèvera un index tremblant. Fais pas de mal au chien. I'm more like a cat person, you know? Dira Aurore en se faufilant vers le poste de garde. Le temps qu'Étienne finisse de s'habiller, la paranthrope était déjà revenue, emmitouflée dans l'épais manteau du deuxième vigile. Et voilà le travail. Ni vu, ni connu. Bon, ça c'était la partie facile. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que la carte magnétique fonctionne pour de vrai. Étienne arquera un sourcil circonspect. S'il n'avait jamais autant apprécié de porter des vêtements secs, cette hausse brutale de confort lui donna assez d'énergie pour du sarcasme. Heureusement qu'on a un cerveau dans le groupe. Des plans bien ficelés, du matériel vérifié, un repérage efficace, des renseignements actualisés, des contacts fiables. C'est un vrai plaisir de monter des opérations. N'est-ce pas? Heureusement que je suis le cerveau. Dira-t-elle en se tapotant la tempe. Elle observa les environs en soufflant dans ses mains. Tu passes en premier pour faire le ninja? Et Dieu nous sommes. Allez, fais-moi voir ton authentique carte magnétique, qu'on voit si elle marche. Si ça marche pas, on enfonce la porte et on court jusqu'à l'étage. C'est la seule lumière allumée du bâtiment. J'espère que c'est notre homme et que c'est pas quelqu'un qui fait le ménage. En espérant que ce n'est pas une carte piège. Tu l'as? Comme dans... Oui, bon, ça va, je suis stressée, je fais des blagues à la con. Elle glissa dans l'embrasure de la porte aux aguets. Quand Étienne fit passer la carte à proximité de la serrure, cette dernière se déverrouilla d'un léger clic. Parfois, je bénis les services franciens pour leur efficacité. J'aime le travail bien fait. L'intérieur était tout ce que l'on pouvait attendre d'une résidence corporatiste. Des meubles design et minimalistes, des grandes baies vitrées, des tapis et des tableaux d'art modernes aussi fades que chers. Aurore s'approcha d'une fenêtre. Eh ben, mon lardon, du verre ER4. Ce machin peut arrêter le tir d'un char d'assaut. Eh, une veine qu'on ait oublié la nôtre à l'hôtel. Ce type ne se refuse rien. Quel genre de zozo vit dans une baraque blindée et gardée à part un mafieux ou un politicien? Soyons prudents. Il y a peut-être des surprises capables d'arrêter des intrus. Et dans le doute, ne touchons à rien. Mafieux et politicien, c'est Schtroumpf vert et vert Schtroumpf. Aurore fit quelques pas avant de se cacher derrière un canapé, passant la main dessus d'un air particulièrement satisfait. De l'Alcantara. On ne se refuse rien, Michel. Elle s'interrompit quand une silhouette apparut au bout du couloir. Elle s'avança dans le noir d'une démarche étrange. Étienne se hâtera à son tour de se cacher derrière du mobilier. La silhouette s'approcha d'un concert de pistons et de mécanismes, un automate. Ce dernier fit quelques pas dans la pièce, s'approcha d'une table, replaça correctement un vase au centre de cette dernière, puis s'en alla dans un petit nuage de vapeur. Étienne avait déjà vu des automates à Lutèce, dans certaines grandes boutiques ou dans des ministères. Ils servaient en général d'assistants ou d'hôtes d'accueil préformatés. De l'autre côté de la pièce, Aurore avait la bouche ouverte. Pas besoin de lire dans ses pensées pour savoir qu'elle en voulait un comme ça à la maison. Étienne dirigera un index vers Aurore, signifiant à la fois non et chut. D'ordinaire, les routines des automates étaient plutôt basiques, mais celui-ci avait été capable de détecter que ce vase n'était pas à la bonne place. Il soupçonna donc que la machine avait un rôle de surveillance. Et certes, Étienne soupçonnait également qu'elle n'était pas capable de détecter le moindre son, mais cela restait une bonne occasion de faire taire Aurore. C'est prudemment qu'il sortira de sa cachette une fois la machine hors de vue et qu'il indiquera l'étage de la main. Aurore ouvrit puis ferma la bouche avant de faire la moue et suivra Étienne en direction de l'étage. Suivant la lumière, ils arrivèrent en vue d'un couloir donnant sur une porte coulissante. Un automate semblait monter la garde ou attendre devant, un plateau remplaçant l'une de ses mains. Tablant sur un majordome plutôt qu'une sentinelle, le vétéran jugera qu'il n'était toutefois pas impossible que la machine puisse signaler sa présence d'une manière ou d'une autre. Préférant éviter de prendre des risques, il ira décrocher un tableau hors de vue de la machine avant de le faire glisser sur le sol. La peinture décrochée
fit réagir l'automate qui se mit lentement en mouvement avec son plateau et se pencha pour le récupérer et le remettre en place. Étienne passa derrière le gardien et s'approcha de la porte. Il entendit de la musique classique en provenance d'un vapographe de l'autre côté. Une baraque anti-char, des vigiles, des majordomes mécaniques et maintenant de la musique classique. Ils étaient forcément dans l'antre d'un génie du mal. Ça ne faisait plus aucun doute désormais. Étienne ouvrit la porte à la volée, arme au poing. L'homme en robe de chambre de l'autre côté de la pièce sursauta, assis dans un confortable fauteuil. À en juger par le livre dans ses mains, sa tisane et ses biscuits sur un plateau et son gros chat sur les genoux, il était clairement en train de vivre sa meilleure vie de bourgeois pantouflard. « Ah !» cria-t-il alors que le chat bondit pour se cacher sous un meuble en feuillant. Les génies du mal n'étaient plus ce qu'ils étaient, songera Étienne en s'approchant du bonhomme, le tenant en joue. « Bouge pas et appelle pas à l'aide si tu veux rester vivant. On est là pour ton livre, Michel. » L'homme, en état de choc, tendit le livre qu'il avait entre les mains. « Tenez, ne me faites pas de mal. Je vais collaborer. » Comme tout bon Francien, dira Aurore en entrant à son tour, fermant la porte derrière elle. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Puis, revenant vers l'homme, avisant son ouvrage. « Mais pas celui-là, espèce de badabeu. Tu crois vraiment qu'on serait venu pour 50 nuances de gras, espèce de moule à chic, le guide gourmand de la cuisine au beurre ? Enfin, peut-être que ça intéresserait du monde, mais là non, on n'est pas là pour ça. On est là pour un autre, que t'as depuis longtemps, très longtemps, et qui a tué des juifs accessoirement. Tu vois de quoi je veux parler ? Je suppose que t'as pas d'autres bouquins qui obligent des gens à se pendre. Bon, à part ce que t'es en train de lire, mais tu m'as compris. Où est le bouquin ? » L'homme trembla. Il s'attendait à beaucoup de choses, mais visiblement pas à cela. Il déglutit et reprit un peu de contenance. En l'observant de plus près, l'homme était âgé, très âgé. « Vous êtes des envoyés du roi pendu ? Je ne m'attendais pas à votre venue si tôt. Ma dernière heure est donc arrivée ?» Aurore regarda Étienne. Elle semblait sur le point d'ouvrir la bouche pour improviser. S'apprêtant à démentir les propos de Michel, Étienne hocha la tête vers sa binôme. Il ne s'y connaissait pas vraiment en occultisme, mais peut-être qu'elle pouvait être plus convaincante ? Les yeux d'Aurore se mirent à luire d'un feu bleuté. « Oui, Michel, tu es foutu. Ton temps est venu. Nous sommes venus chercher notre dû pour le roi pendu. » L'homme se mit à trembler. « Je n'ai pas de livre ici. » »« Nous le savons, mais nous le voulons. Pourquoi ? Ce n'est pas tes oignons. Alors, abrégeons du con. » Étienne retiendra un sourire en coin devant la scène, presque convaincante, avant de froncer les sourcils. C'était quand même la deuxième personne à lui évoquer ces envoyés du roi pendu. Le premier était un homme qui avait passé sa vie en asile et qui était accessoirement un façonneur de chair. Sa crédibilité était questionnable. Mais celui-là avait l'air d'avoir les pieds sur terre. Existait-il vraiment des envoyés du roi pendu qui arrivaient comme des faucheuses ? Si oui, il allait falloir vraiment faire attention avec ce bouquin. Préférant laisser Aurore poursuivre, elle se débrouillait assez bien en représentation cliché d'une cultiste en mission. Étienne gardera le silence. Je peux vous le faire apporter, mais je vous en prie, laissez-moi encore un peu de temps. Dépêche-toi. Notre patience a des limites, Michou. L'homme se redressa et se dirigea vers son vapophone. Aurore le pointa à son tour de son pistolet doré. Mets-le sur haut-parleur et ne fais pas l'idiot. Tu n'es pas un héros, je le sais très bien. Tu le sais très bien. Ton adorable petit chat est aussi du même avis. L'homme hocha la tête et composa un numéro en faisant tourner son doigt sur le boîtier pour choisir les chiffres un à un. Opérateur à votre écoute. Veuillez me mettre en relation avec monsieur Desmond Steen, de la banque Steen & Steen. Appel prioritaire. Bien sûr, monsieur. Un instant. Un silence pesant s'installa, suivi d'un clap. Monsieur Simons, un plaisir de vous entendre malgré l'heure tardive. Que puis-je faire pour vous ? Un retrait urgent. De l'argent, un objet, un livre. Casier 23. Contes et légendes de Trinculo. Ça se prononce Trinculo. Bien entendu, monsieur. Dois-je le faire livrer à votre domicile ? Le plus tôt sera le mieux. Bien entendu.
Avant de procéder à votre requête, je dois m'assurer que vous n'êtes pas sous la contrainte. Puis-je me permettre quelques questions de routine ? L'homme regarda Aurore, puis Étienne. Vous pouvez. Étienne froncera les sourcils. Probablement que ces questions de routine étaient codées. Si elles se résumaient à « Êtes-vous en train de vous faire menacer ?», cela serait sans doute la formalité la plus stupide de l'histoire des formalités. Or, ce devait être un protocole que Michel devait lui aussi connaître. Étienne attrapa frénétiquement un calepin et de quoi écrire sur le bureau devant lui, avant de murmurer entre ses dents. « Répète ce qu'on va t'écrire. » Michel hocha lentement la tête alors qu'Aurore s'assit sur son bureau, son arme toujours pointée vers lui. La voix au bout du fil enchaîna. « Très bien, monsieur Simons. Je récupère votre dossier. » Un instant. Voilà. Première question. Comment se nomme votre animal de compagnie préféré ? Et merde, soupira intérieurement Étienne. Probablement que la bonne réponse était le nom du chat. Mais ce dernier s'était planqué sous un meuble et n'avait pas son nom marqué sur son front. Il l'avait peut-être marqué autre part, cela dit, comme sur sa gamelle. En vitesse, le vétéran observa la pièce pour essayer de repérer des éventuels accessoires de chat. Les yeux d'Étienne se fixèrent sur une gamelle métallique remplie de lait monogrammé au prénom de Agathe. Griffonnant sur le carnet avec empressement, Étienne le colla sous le nez de Michel, qui le répéta docilement. « Très bien, monsieur. Deuxième question. Lors de notre entretien pour l'ouverture de votre compte, qu'avez-vous mentionné comme pratique religieuse actuelle ? Ça, c'était facile. Si un francien pouvait être de n'importe quelle confession, dans l'absolu, un membre haut placé de Saphir ne pouvait être qu'une chose. Étienne écrivit de rechef sur le carnet. « Athée », dira Michel Simons d'une voix assurée. « Fort bien, monsieur. Une équipe sera à votre domicile dans 30 minutes. Merci de dégager votre héliport. » Étienne froncera des sourcils méfiants. Une équipe viendrait, certes, mais une équipe de quoi ? De livreurs de coffres ? Ou d'agents surentraînés prêts à en découdre ? Quel était le pourcentage de chances que Michel n'était pas athée, finalement ? Et combien de livreurs se déplaçaient à domicile en hélicoptère ? Dis-leur de venir en voiture. Eh bien, mon héliport n'est pas disponible pour le moment. Ne pouvez-vous pas venir en vapomobile ? Bien entendu, monsieur. Nous prenons en compte votre demande. Le délai risque cependant d'être sensiblement rallongé. Étienne se découvrait un côté paranoïaque. Le type au bout du fil allait-il lui envoyer un coffre ou un bataillon surarmé ? Au moins, en voiture, il pourrait les voir venir et se placer sur le toit pour les accueillir. L'appel terminé, il avisera Michel. « T'es pas athée, c'est ça ?» Vous plaisantez, j'espère. La religion est l'opium du peuple, dira l'homme en reprenant un peu de contenance. Faut vraiment que tu te calmes avec tes lectures. D'abord le beurre doux, puis Karl Marx. La pente fatale, hein. Bon, on ira réceptionner le colis, toi et moi, à l'entrée, histoire que tu racontes pas n'importe quoi à nos invités. Peut-être qu'il était paranoïaque. Mais bon, Étienne ne pouvait se départir d'un mauvais pressentiment. Il avisera ensuite Aurore. Tu peux te planquer sur le toit ? Si ça se passe mal, tu pourras les prendre par surprise. La paranthrope hocha la tête avant de se lever et d'aller s'asseoir dans le fauteuil de Michel. Agathe, l'adorable chat Angora, finit par sortir de sa cachette et sauta sur les genoux d'Aurore pour exiger des gratouilles. N'ayant pas grand-chose à faire en attendant l'arrivée des livreurs, ou des tueurs, Étienne décidera de se tourner vers Michel. Qu'est-ce que vous comptiez faire de ce bouquin ? Moi ? Rien. Mais c'est une arme pouvant toujours servir. Si les instances supérieures le demandent, elle pourrait être utilisée à nouveau. Arrête de me prendre pour un branque. Vous en êtes déjà servi, sinon vous n'auriez pas su qui nous étions. Je ne m'en suis jamais servi personnellement, mais je suis le dernier encore en vie à avoir participé à sa récupération. Et tu vas me dire que depuis tout ce temps, les instances supérieures n'ont jamais jugé bon de s'en servir ? Ce sont pas les cibles qui ont manqué pourtant. Si vous êtes là, vous savez que cette singularité est très dangereuse et que son utilisation n'est pas vraiment maîtrisée. Je vous félicite pas mon vieux, vous avez refusé le cadeau qui était le pouvoir du roi pendu en l'enfermant bêtement dans un coffre. Ah, ça c'est un sacrilège. Il plissera les yeux d'un air soupçonneux. Dites-moi, c'est vous qui avez ordonné de le sceller ainsi ? Un sacrilège ? Les croyances ne sont pas que balivernes et fumisterie. J'ai reçu cet ordre de ma hiérarchie. Elle n'a pas jugé nécessaire de s'en servir à nouveau. Comme vous le savez, le roi pendu n'est pas une entité avec laquelle on peut rigoler. Il fit un geste vers sa clochette. Dans le fauteuil, Aurore faisait des papouilles au chat qui se mit à ronronner. Un verre ? Nous avons un peu de temps à tuer. Pourquoi pas ? Il fit claquer la clochette et l'automate au plateau entra. Commande. Va nous chercher à boire. Un whisky pour moi. Vous pouvez choisir ce qui vous plaît. Ma cave est plutôt vaste. Aurore gratouilla le chat et minauda un... Comme tu es belle. Puis,
aperçut l'automate avec un large sourire, dégageant le chat de ses genoux sans ménagement. Un mojito. Étienne ne baissa pas complètement sa garde et accepta la proposition avec circonspection. Il n'avait pas pour habitude de boire pendant le service, et encore moins avec un otage. Whisky aussi, ça ira très bien. L'automate revient quelque temps plus tard avec les boissons. Un peu plus détendu, Michel demandera « Ne pouviez-vous pas prendre rendez-vous et venir demain ?» À quoi rime toute cette mise en scène ? Ouais, on aurait pu vous envoyer une carte postale aussi, mais je suis pas sûr que vous nous auriez vraiment pris au sérieux, ni que vous nous auriez accueillis avec autant de bonhomie. Les gens ont tendance à faire n'importe quoi quand on parle de la relique d'Aspect, alors autant venir vous voir directement pour mettre les choses au clair et éviter les complications. Pour vous comme pour nous d'ailleurs. Il mettra son verre de côté, pas vraiment inspiré à l'idée d'y toucher. Aurore, elle, ne se priva pas pour descendre son breuvage de moitié en une seule gorgée. Michel revient sur Étienne, qu'il considérait visiblement comme le chef de leur binôme. En effet, je tiens à éviter les complications. Comme vous pouvez le voir, j'apprécie ma vie ici. Je ne tiens pas forcément à finir tout de suite au bout d'une corde. Quand on tient à éviter les complications, on cultive les navets, monsieur Simons. On ne devient pas un acteur majeur d'une organisation terroriste fricotant avec l'occulte. Ça fait combien de temps que vous avez rejoint Saphir ? Au moins plusieurs décennies si vous avez récupéré ce livre en premier lieu. Une bonne 50aine d'années, oui. Une vie dédiée aux grandes œuvres. Oh, quoi ? Attendez. Je prends mon meilleur air de conspiratrice. Oui, nous sachons. Si vous voulez, oui. Aux grandes œuvres, l'éradication de notre planète de toute forme de religion. La paranthrope fit la moue. Cela explique votre partenariat avec Steen & Steen, n'est-ce pas ? Il hocha la tête. Oui, voilà bien des années que la banque Steen & Steen lutte en toute discrétion pour saper l'influence du Saint-Siège. Étienne froncera les sourcils. Éradiquer les religions semblait être un but aussi réaliste que celui de supprimer la faim dans le monde. Mais le plus surprenant venait encore du fait qu'une banque vienne se mêler de tout ça. Cela dit, les ennemis de mes amis sont mes amis. Dans la mesure où la Francie était en guerre ouverte avec des nations qui ne faisaient pas de distinction entre religion et politique, il y avait peut-être des alliés à trouver dans ce fatras. Et si Étienne n'était pas un grand partisan des terroristes, une banque, c'était autre chose. Probablement pire, mais il n'y avait pas de mal à se renseigner. Que vous autres vouliez saper l'influence du Saint-Siège, je veux bien. Mais pourquoi une banque irait-elle s'en mêler ? La religion n'empêche pas les grandes fortunes. Y a qu'à voir les cardinaux asturiens pour savoir où part le pognon. Certes, non. Mais on parle là de deux conceptions du monde très différentes, avec des ramifications partout. Cette guerre entre la Francie et la Lega Santa, par exemple, n'est que le dernier épisode d'une série d'affrontements qui s'étale sur les 80 dernières années. Hein ? Comment ça ? Vous voulez dire qu'ils utilisent la guerre comme champ de bataille, sans mauvais jeu de mots ? Ou qu'ils ont déclenché la guerre pour s'affronter ? Parce que la nuance est importante, hein. L'homme fit tourner son verre avant de prendre une gorgée. Un peu des deux. Sans le soutien de la banque Steen & Steen, la Lucanie n'aurait jamais tenté de résister à l'avancée francienne au Piémont. La dette de l'Asturie est si profonde que la banque n'a pas eu à pousser beaucoup le régent Orduno dans cette direction. Quant à l'ordre de la Croix-Noire, c'est presque davantage le bras armé de la banque que celui de la papesse Jeanne II. Aurore finit son mojito d'une traite. Vous nagez en pleine théorie du complot. Et je m'y connais, j'en ai écrit quelques-unes. Pourquoi la banque Steen & Steen financerait ses propres ennemis pour faire la guerre à un pays connu pour être le plus athée de la planète ? C'est complètement con, même pour une théorie du complot. Eh bien, pour que la Lega perde, bien entendu. L'Empire francien n'a jamais été aussi fort, c'est le moment. La banque compte bien faire en sorte que l'Albion et la Teutonie rejoignent le conflit pour aider l'empereur. Si le Kaiser a toujours été frileux avec Steen & Steen, l'Albion est quasiment un dominion du Kalmar. Et quoi ? Vous allez me faire croire que la princesse Diane Bonaparte est une agente saphir, elle aussi ? Et que sa romance avec le moustachu Karl Ludwig est un plan à 9 niveaux pour entraîner le grand et tout-puissant pays de la saucisse dans le conflit ? Michel ne dit rien, un sourire aux lèvres. Étienne fera une moue peu convaincue. Mais c'est du délire votre histoire, même si c'était vrai. Ça voudrait dire que chaque camp soutiendrait un camp opposé idéologiquement à lui. Steen & Steen supporterait les chrétiens, et le Saint-Siège devrait vouloir la paix. Ces trucs-là n'arrivent qu'au cinéma. Cependant, ce gaillard avait l'air bien en forme, et sûr de lui. Les complotistes doutaient rarement, cela dit. Mais Étienne le croyait au moins sur la partie guerre occulte de son récit. Il pouvait toujours se renseigner. Mais je pense qu'on pourrait avoir des intérêts convergents. Steen & Steen, Saphir et nous autres. Peut-être qu'on pourrait en discuter plus tranquillement avec le concerné. Vous avez un nom par hasard ? Desmond Steen, mon contact, un homme charmant. Quelques minutes plus tard, on sonna à la porte d'entrée. « Je pense que ce sont eux. »
Et à en juger par vos tenues, je pense qu'ils sont tombés sur mes gardes nus et attachés. Vous ne les avez pas tués, j'espère, Seulement le chien. dira Aurore. Devant la mâchoire décrochée de l'homme et d'Étienne, elle rajouta. Hé, ça va, je plaisante. Je suis un monstre, mais pas à ce point. Merde, ils sont déjà là? Bon, autant pour le toit et la préparation. Alors on leur a expliqué que tout va bien et que ce n'est qu'un exercice ou quelque chose comme ça, on trouvera bien. Aurore était déjà en train d'enjamber la fenêtre. Je suis la nuit. Dira-t-elle en sautant par cette dernière sous le regard rond de Michel. Particulière, votre amie. Il faut imaginer que c'est une sorte d'enfant malade à qui il faut faire plaisir. Je vous accompagne. Et pas de bêtises, j'ai mon ami qui fera la pause sur le toit. Michel dévisagea Étienne un instant, comme pour savoir s'il était vraiment sérieux avant d'ouvrir la voie. Un véhicule blindé de transport de fonds entra dans la cour et se gara. 2 hommes armés, cagoulés et casqués, avec des gilets par éclat, et un autre avec un casque d'allure militaire aux insignes marqués de 2 S en lettres d'or en sortirent. Il s'approcha et dit d'une voix ferme qui ne laissa aucun doute sur son passé militaire. « Michel Simons, lui-même. » Il retira son alliance qu'il tendit à son interlocuteur. « Voici mon cryptage génétique. Merci, monsieur. » L'agent corporatiste fera un signe à l'un de ces hommes qui s'approcha avec une petite valise dans laquelle il inséra l'objet. La bague fut recrachée et une diode verte s'alluma. Il tourna la tête vers Étienne et revint vers Michel. « Votre identité est confirmée. Êtes-vous libre de corps et d'esprit, monsieur Simons ?» Du coin de l'œil, Étienne vit la bouche de Michel se tordre. Ses sens aiguisés de force spéciale ne le trompaient pas. Les 3 hommes de la Stinenstein étaient tendus, les mains crispées sur leurs armes. Étienne froncera les sourcils en percevant l'hésitation de Michel. À quoi est-ce qu'il jouait tout d'un coup? Il prendra sur lui d'intervenir en sentant la nervosité des hommes en face de lui, montrant distinctement ses mains en les dressant en signe d'apaisement. Je comprends que votre boulot est stressant, les gars, et que la situation peut vous sembler suspecte. Mais pas la peine d'être tendu comme ça, hein, tout va bien, il y a juste une petite confusion. Je suis le responsable de la sécurité de Monsieur Simons, voyez? On a fait quelques exercices aujourd'hui avec les automates, y compris les nouveaux modèles. Et on n'a pas encore tout rangé, vous vous doutez bien. Si je mettais Monsieur Simons sous la contrainte, je n'aurais pas laissé des types tout nus à l'entrée en sachant que vous viendriez. Alors détendez-vous, tout va bien. Monsieur Simons n'est pas menacé et ne risque rien. Désolé encore hein, pour la situation qui prête à confusion. L'homme à la casquette observa Étienne avec intérêt, semblant essayer de le percer à jour. Avec sa mâchoire carrée et ses cheveux courts, c'est vrai qu'Étienne avait bien une tête de mercenaire comme on l'en trouvait dans la sécurité de Visby. Je dois avouer que j'ai été un peu surpris du comité d'accueil, en effet. Il se tourna vers Michel. « Monsieur, vous confirmez ?» Michel hocha lentement la tête en percevant sur le toit mitoyen une figure dans la nuit qui semblait l'observer de ses grands yeux bleus azurés, prête à bondir. Il déglutit un instant, en apercevant une paire de canines aiguisées se détacher dans la clarté lunaire. « Je confirme. »« Bien. Et si nous avancions ? Il fait froid cette nuit, et je ne tiens pas à vous faire traîner plus que ça. Le temps, c'est de l'argent. »« Le temps, c'est de l'argent, monsieur. » Et l'homme de la Stinenstein fit un geste. Ses sbires passèrent leurs armes dans leur dos pour prendre chacun le côté d'un lourd coffre en acier qu'ils portèrent à l'intérieur. L'agent remettra une clé dorée et un calepin à Simons. « Pour l'ouvrir, et votre décharge assignée. Ici. Et ici. » Étienne laissera filer discrètement un soupir rassuré en voyant que les 3 hommes avaient au moins mis leurs armes de côté. Il fera mine de se gratter le front avec son pouce, levant ce dernier en direction de la gargouille perchée sur le toit avant d'aviser le conteneur. « Vous nous laissez le coffre ?»« Vous nous l'avez confié. Il est à vous, » dira l'homme en récupérant son papier signé. Il fera signe à ses hommes qui remontèrent dans leur véhicule pour quitter les lieux. Parfait, songera Étienne. Il n'avait aucune envie de porter un livre démoniaque à main nue et se trimballer un coffre lui semblait être un faible prix à payer. Bon, on va juste regarder à l'intérieur s'il est bien là. Michel lui tendra la bague et la clé. Après vous. Je connais la puissance de cette chose. Je ne tiens pas à l'approcher si ce n'est pas nécessaire. Le camion parti, Aurore bondira du toit pour atterrir de façon dramatique à côté de l'entrée. Oh, c'est donc le fameux coffre maudit. Étienne avisera la clé, puis le coffre, et de nouveau la clé. Il avait espéré que la personne qui le possédait depuis des décennies serait plus encline à l'ouvrir, mais ça lui tombait dessus. Il fera signe à Aurore. « Recule, on sait jamais. » dira-t-il avant de prendre la clé et son courage à 2 mains. Dans un clic suivi d'un pchst, le coffre scellé s'ouvrit, laissant apparaître un livre particulièrement affreux, relié en peau, qui avait tout l'air d'être humanoïde. Le livre se mit à gigoter légèrement quand l'agent francien posa les yeux dessus. « Oh bon sang, je crois que c'est bien lui, oui. » Ouais, je confirme. Définitivement maudit du cul. Le courage d'Étienne avait ses limites.
Il s'empressera de refermer le coffre à double tour après ce trop long aperçu. Étienne avait la désagréable sensation que le livre grattait à la porte du coffre pendant quelques instants quand il le referma. Aurore fit les yeux ronds, tandis que Michel tentait de rallumer un cigare. Oui, c'est bien lui. Bien. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, n'est-ce pas? Aurore observa Étienne d'un air assez équivoque, alors que sa main se rapprochait de son arme dorée. Étienne fera un signe négatif du chef vers la paranthrope. S'il voulait rentrer en contact avec Desmond Steen, mieux valait éviter d'en finir trop abruptement. De plus, Michel n'était qu'un intermédiaire de Saphir. Le tuer ne ferait que mettre quelqu'un d'autre à sa place et ne changerait pas grand-chose, hormis se mettre des personnes importantes à dos. Mieux valait aussi rester en relatif bon terme avec l'organisation. C'étaient des contacts qui pouvaient toujours servir. En effet, nous allons vous laisser. Merci de votre coopération et bonne fin de soirée. Michel ne les accompagnera pas, les laissant galérer dans le froid mordant de Visby. Arrivés hors des regards, Aurore et Étienne soulevèrent le lourd coffre pour le jeter dans leur vapomobile de location. Eh bien, encore une affaire rondement menée. Badabim badaboum. Parfois, je me surprends moi-même de notre efficacité. Étienne avisera le coffre de leur véhicule comme s'il eût contenu du naphte en fusion et songera qu'il aurait préféré que ce fût le cas. Peut-être qu'on devrait le détruire, ce truc. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont en faire si on leur apporte? L'étudier? C'est un livre démoniaque, personne ne peut étudier ce truc sans appeler je ne sais quoi. Et s'en servir? Eh bah ça c'est pas possible non plus. Peut-être qu'on devrait le détruire. On n'aura qu'à dire qu'il y avait une sécurité dans le coffre, que ça a explosé et qu'on est bien emmerdé, mais que voilà, c'est comme ça. Enfin, je sais pas. Aurore resta pensive quelques instants avant de répondre. D'habitude, je ne suis pas vraiment pour détruire les livres. Disons que l'histoire nous a appris que ce n'était jamais une bonne idée. Mais d'un autre côté, c'est une relique du roi pendu. Je suis aussi partagée que toi. Je me dis que c'est un moyen de l'atteindre et de mettre un terme à cette nuisance depuis le temps qu'il fait du mal. De l'autre, est-ce que c'est vraiment à nous de le faire? Je veux dire, moi je suis quelqu'un d'exceptionnel, tout ça, avec un don prodigieux pour me mettre toute seule dans les emmerdes. Mais toi, ce n'est pas vraiment le cas. Sans parler du fait que ce sera sûrement dangereux, qu'on devra voyager dans des endroits exotiques. Ça veut dire aussi qu'il faut que je refasse ma garde-robe. Non, oublie, ça se tente carrément. Comment ça, voyager dans des endroits exotiques? On peut pas juste y foutre le feu? Enfin, je veux dire, ça reste un livre. Si c'était si simple. Non, je pense que ce livre ne peut être détruit que dans les flammes de la montagne du destin. Ou quelque chose du genre. Tu as lu Tolkien, non? Je pense qu'il va falloir se rendre dans un pays exotique aux frais de la Francie pour une nouvelle aventure stupidement dangereuse. Ça fait trop longtemps qu'on esquive habilement les ennuis. Elle se gratta le menton. Ou alors, on est toujours dans un Navidson. Étienne fera la moue à son tour. Ouais, j'ai pas lu Tolkien. J'ai essayé, mais les descriptions d'arbres ont fini par me gaver. Mais je vois l'idée. S'il faut partir en mission pour détruire ce bouquin, on peut pas vraiment décider de le faire de nous-mêmes, pas vrai? Va bien falloir qu'on leur donne pour nous dire ensuite ou pas d'aller le détruire aux frais des contribuables franciens. Et puis on ne peut pas être dans un Navidson, sinon ça voudrait dire que la Terre entière serait plongée dans un Navidson, on a changé de pays, on est allé dans des soirées mondaines avec certes une sadique sorcière saphique sexy, mais aussi des types parfaitement lambda. Bref, du coup, je suppose qu'on n'a plus qu'à aller trouver ce Desmond et rentrer faire notre rapport. La paranthrope hocha la tête. Oui, ça serait sans doute plus sage. En espérant que l'on ne va pas se faire intercepter par des sbires de saphir entre-temps. Je pense que Michel se doute de quelque chose. Je l'ai senti en partant. Il n'était pas vraiment soulagé. À quel moment on a perdu notre crédibilité, tu crois? Quand tu t'es extasié sur les mannequins mécaniques, quand tu as caressé son chat comme une vieille fille, ou quand t'as pris la pause sur le toit? Déjà, je prends super bien la pause sur les toits. Sérieusement. Rappelle-moi de refuser catégoriquement le jour où je dois infiltrer les cools avec toi. Quoi, je suis pas cool, ma ref? Fera le vétéran en posant son poing sur sa hanche et en grimaçant une mimique indignée avant de secouer la tête. Ouais, désolé, c'est pas ce qui m'a pris. C'est quoi les cools? Aurore grinça des dents. Ne refais jamais ça, Étienne. Je t'aime bien, hein. T'es mignon et tout, mais la vache! J'aurais pu te buter de chagrin. Elle posa la tête contre son siège. Pour te répondre plus sérieusement, et maintenant on est cool, c'est un groupe d'anartistes.
Des thaumaturges terroristes qui utilisent leur pouvoir pour faire des œuvres d'art, des blagues. J'en ai fait partie quand j'étais jeune et nomade. Ah, mais je vois le genre, vous fumiez de la bœuf sur des plages en taguant des incantations sur le garage désaffecté du grand-père du coin, en vous disant que vous changez le monde. Et pour affirmer que vous étiez de vrais rebelles, vous n'alliez plus chez le coiffeur et vous ne l'aviez plus non plus. Je crois pas que j'ai tellement de profil pour infiltrer ce genre de groupe, si ça peut te rassurer. C'était un peu ça, oui. J'avais une crête et les cheveux roses. Une horreur capillaire ambulante. La vapomobile démarra et prit le chemin de Visby. Allez, direction l'ambassade francienne, chauffeur. Les cheveux roses? Les thaumaturges ne reculent devant rien. Quand tu dis quand tu étais jeune, c'était il y a combien de temps? 80 ans environ. Alabama, été 46, je crois. C'était juste avant la 3e guerre des corporations. Crois-le ou non, mais j'étais même mariée à cette époque. Pardon? Étienne hésitait à creuser le sujet. Il devinait que ça ne s'était pas bien fini pour l'heureux élu étant donné les démêlés qu'Aurore avait eus avec son pays d'origine. Pour qu'il accepte les cheveux roses, ça devait être un gars bien. Un rebelle, un vrai punk. Dans le genre rocker, veste en cuir, tatouage, toujours à cracher sur le gouvernement, l'État, le capitalisme. Ce genre de gars qui te font te sentir spécial. Elle regarda les lumières de Visby qui se rapprochaient en poussant un soupir. Ce demeuré s'est fait buter en essayant de jouer les cow-boys. Ah, je suis désolé. Dira sincèrement Étienne. Mais tu trouveras quelqu'un, j'en suis persuadé. Tu es drôle, belle, maligne. Ce genre de fille qui te font sentir spécial. Elle pencha la tête sur le côté, observant un instant son binôme qui conduisait avec un léger sourire sur le visage. Tu sais, amore mio, dans d'autres circonstances... Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'une masse sombre s'écrasait à l'avant de la vapomobile, lui faisant faire une embardée. Une lame de katana traversa la vitre. Au bout de sa poignée se tenait une silhouette humanoïde au faciès grimaçant. « Ah putain! Un robot ninja !» Oh putain! Bondira Étienne sur son siège. Il n'était pas vraiment sûr que ce monsieur sur le capot soit un robot ou un ninja. En revanche, l'épée qui traversa le pare-brise était on ne peut plus réelle. Sans avoir le temps de se demander si un katana était l'arme la plus optimisée pour attaquer une voiture, Étienne jugera que leur assaillant était un peu trop proche de lui. Il freina brusquement. Le véhicule pila et l'assaillant effectua un double salto arrière pour atterrir parfaitement sur ses jambes à quelques mètres du véhicule endommagé. La chaudière à charbon se mit à gémir et l'accélérateur ne semblait plus fonctionner. Aurore sortit du véhicule et dégaina son arme, faisant feu à 3 reprises sur l'ennemi qui dévia chacune de ses munitions de sa lame aiguisée avec une facilité déconcertante. Elle tourna la tête vers Étienne. « Ok, c'était cool au début, mais il commence à me foutre les jetons là. Voilà qu'il se prend pour Fiore dei Liberi. » Ouais, quand il a failli percer le crâne avec son épée, mais qu'est-ce qu'on s'est marré! Grommellera le vétéran en fouillant précipitamment à sa ceinture pour dégainer son pistolet. En pure perte, déplorera-t-il en voyant que l'assassin était manifestement capable de dévier les tirs. Le vétéran doutait qu'un automate puisse être assez perfectionné pour accomplir une telle prouesse. En revanche, un thaumaturge qui amplifiait ses capacités physiques, ça, il y croyait volontiers. Se battre contre un thaumaturge était une des premières choses qu'on lui avait apprises en escouade. Car tous les instructeurs insistaient bien sur le fait de ne jamais engager un sorcier seul. Il allait falloir improviser avec un simple flingue et une équipe de 2, sachant que la deuxième n'était tout de même pas n'importe qui. Bon, ok, il peut dévier les tirs. Mais pas et de face et de dos. On le prend en sandwich et on tire en même temps. Il peut pas tout renvoyer, non? Je vais à droite, toi à gauche. On y va à 3, 2, 1... Aurore hocha la tête et partit d'un côté, alors qu'Étienne sauta de l'autre. Les projectiles fusés, l'automate dévia plusieurs projectiles, mais se fit toucher à maintes reprises, détachant des plaques de métal de son plastron. En se rapprochant, Étienne remarqua que l'automate avait l'air d'être fait d'une sorte de pierre étrangement noire. Ses yeux brillaient d'un vert surnaturel, comme 2 émeraudes luminescentes. Ignorant complètement Étienne, il fonça vers Aurore qui poussa un cri, esquivant une première attaque avant de faire jaillir une lame d'os de son bras pour intercepter le katana dans une gerbe de chitine et d'acier. « C'est un golem Aztlan! Je pensais qu'il n'existait plus! Sa place est dans un putain de musée !» cria-t-elle avant de grogner pour repousser la lame. Elle plaqua son 454 sur la tête du golem et tira à plusieurs reprises à bout portant, comme une vraie gangster, avant de recevoir un vicieux coup de tête qui l'envoya au sol. Oh, fils de poulpe! Gémit-elle en remettant son nez en place.
Étienne rechargeait frénétiquement son arme. Ce n'était pas un thaumaturge, c'était vraiment un robot ninja. Cette nouvelle impliquait tout un tas de paramètres hasardeux. Et le principal était qu'Étienne n'avait pas été formé pour affronter des golems Aslan, qui n'existaient plus. Ce dernier point étant à débattre, et que donc il se retrouverait parfaitement démuni devant cet assemblage exotique. Dark devenait la principale suspecte, à une vitesse effrayante. Quel autre tordu aurait pu avoir sous la main une machine aussi unique et qui nourrissait, semble-t-il, un intérêt singulier pour Aurore? Probablement que sa maîtresse lui avait ordonné de pister la paranthrope, et vu la rareté de ce machin, cela laissait imaginer la valeur d'Aurore sur le marché des salopards. Le vétéran réfléchit à toute allure. Ce robot magique ou non devait bien être alimenté par quelque chose. Voyant Aurore en mauvaise posture, il délaissera son pistolet pour foncer avec la grâce d'un rugbyman dans le dos du golem. Profitant qu'il fût ignoré, il tenta d'enserrer solidement ses bras autour de ceux de la machine. Il beugla en découvrant l'inconfort du rodéo. Et c'est quoi qui l'alimente? Et Pierre, dans ses yeux! Gronda Aurore en laissant son bras droit se fragmenter en plusieurs pointes d'os acérés pour dévier les coups furieux de son adversaire. À une largeur de paume de sa tête, une sombre lame rouge de sang s'arrêta net, immobile, contre l'acier luisant du katana. Le temps sembla s'immobiliser pendant un battement de cœur. Aurore et la machine se faisaient face, lame contre lame. L'automate avait été jusque-là un fantôme brouillé par la rapidité de son déplacement. Aurore sentit venir son mouvement. Elle eut un soubresaut et déchaîna sa magie d'aspect. Dans le temps nécessaire pour prendre une inspiration, la paranthrope et l'automate assassin échangèrent une volée d'une vingtaine de coups au moins. La lame dentelée et griffue de la carciste résonna avec un bruit sourd contre l'acier trempé. Ils rompirent un instant, puis retournèrent à la charge, leurs lames s'entrechoquant si rapidement que leur bruit n'était plus qu'un tintement ininterrompu. Étienne avait quant à lui la sensation d'étreindre une machine à laver en s'agrippant ainsi à l'automate, qui avançait d'un pas ferme et rapide vers la paranthrope. Il enchaîna les coupes de taille et des stocks, sans fatigue, son torse tournant à 180 degrés pour prendre la parade qui manqua d'embrocher les fesses du Francien. Je suis avec toi, je te signale. Pardon, c'était pas toi que je visais. Dis donc, Quechua, c'est qu'on est rapide. Le fer du katana frappa de rechef sur l'os aiguisé. 1, 2, 3, 4 fois, en quelques battements de cils, Aurore recula sous l'assaut, jurant en albinois, puis en lucanien. Si Aurore se mettait à jurer en lucanien, c'est que ça devenait grave. Porca puttana! Gémit Aurore alors que le katana lui perça le flanc. Les côtes volantes de la paranthrope se refermèrent telle la carapace d'un insecte pour l'emprisonner. Elle poussa un cri de douleur étranglé. Putain, ça fait mal! Je le tiens! Mais dépêche-toi, Étienne! C'était peine perdue. Le golem était beaucoup trop fort. Il n'arriverait jamais à le ralentir et ne ferait que s'épuiser. Abandonnant son bras de fer bien vain, Étienne resta agrippé à la machine et fit courir ses mains jusqu'à ses yeux. Il tenta de les saisir et de tirer de toutes ses forces pour les extraire de leur orbite. Et je fais quoi, là, d'après toi? Beugla Étienne en s'accrochant comme il pouvait. Les mouvements du golem et les cris d'Aurore n'aidaient pas vraiment à se concentrer, et il dut faire un effort pour se calmer. Il était entraîné à ça. La maîtrise de soi était essentielle dans les forces spéciales, et faisait la différence dans les pires situations. Il s'efforcera donc de ne pas prêter attention à la détresse d'Aurore pour rester focalisé sur le mécanisme. Aurore dégaina une deuxième lame d'os de son bras libre pour le planter dans la machine, poussant de toutes ses forces pour déloger une plaque de blindage. Trouve un mécanisme, n'importe quoi! Étienne vit que la forme humaine d'Aurore avait perdu de sa superbe. Ses 3 yeux brillaient le long de sa joue droite alors qu'elle fournissait un effort immense pour maintenir son adversaire en place. Le sol craqua sous leurs pieds. Étienne perdit prise et tomba au sol. Dans sa chute, il s'accrocha sur une plaque à l'arrière du crâne du golem qui se délogea sous son poids, laissant apparaître un gros cristal pulsant qui semblait alimenter les yeux de ce dernier. D'un revers de sa lame, l'automate trancha le bras d'Aurore au niveau du coude, la projetant au sol d'une poussée, prêt à porter le coup de grâce. Sans perdre un instant, Étienne récupéra son pistolet et tira droit vers le cristal. Ne prenant pas la peine de réfléchir plus avant, au vu de l'urgence de la situation, il videra son chargeur sur l'artefact. Les balles fusèrent, 1, 2, la 3e finit par engendrer une explosion. Le visage et le haut du corps de l'automate se transformèrent en shrapnel qui voltigèrent un peu partout, blessant Étienne au bras et à la cuisse par ricochet. Le robot s'effondra devant une Aurore haletante. Étienne sentit que sa plaie à la cuisse était en train de s'agrandir. Il connaissait suffisamment ce type de blessure pour savoir qu'une artère avait été touchée. Il devait réagir rapidement pour ralentir le flot de sang s'il ne voulait pas mourir là. Pourtant, son premier réflexe fut de vérifier si Aurore allait bien.
Rampant dans son propre sang, Étienne arriva auprès de la paranthrope qui se redressait sur ses genoux, contemplant son moignon. Elle avisera Étienne en se mordant la lèvre. « Merde, on dirait que c'est à moi de jouer au docteur Maboul. » Elle s'approchera d'Étienne et lui attrapa la main avant de la plaquer sur sa cuisse blessée. « Maintiens une compression là, comme ça. Je vais bien. Enfin, non, j'ai mal partout, mais je m'en sortirai. Toi, par contre, tu vas y rester si je clampe pas ta fémorale tout de suite. Putain, ça devient un running gag, ce truc. Enfin, toi, tu vas pas courir pendant un moment. » Le vétéran opina simplement du chef, bien conscient de son état. Il commençait déjà à se sentir faible et dangereusement fatigué. Il grogna en maintenant sa main sur la blessure. Il ne fallait pas se concentrer sur la douleur ni sur son propre sang qui maculait le sol, mais focaliser son esprit sur autre chose. Ne pas paniquer, rester calme. Il crachera à moitié ses prochaines paroles. C'est la dernière fois que je pars en mission dans ce pays. Ne dis pas ça. Le froid te maintient en vie. Il ralentit ton rythme cardiaque. Bon, ferme les yeux maintenant. Sauf si tu veux vraiment voir un tentacule s'insinuer en toi. D'un dégagement d'aspect, Aurore régénéra son bras perdu. L'appendice de chair prit la forme d'une sorte de langue de bœuf gélatineuse. Du sang s'écoula du nez de la paranthrope alors que le contre-coup la frappa de plein fouet. Étienne avait un mauvais pressentiment de ce qui adviendrait s'il fermait les yeux, ne sachant pas si ça n'allait pas l'encourager à perdre conscience. D'instinct, il savait que le néant de l'obscurité n'était pas un compagnon très stimulant pour rester alerte et vivant. Il n'avait pas envie de voir Aurore à l'œuvre, cette forme inhumaine l'intimidait encore, et l'idée qu'elle rentre en contact avec lui ne le rassurait guère. Mais il avait bien fait la même chose en Ardèche, c'était juste que, cette fois, les rôles étaient inversés. Il prit sur lui pour se calmer. Mais t'aurais pu simplement me dire que t'allais mettre de la magie qui me soigne, je t'aurais cru. C'est ça. Si je pouvais guérir d'un bisou magique, je le ferais. Sauf qu'on est au milieu de la campagne calmarienne, qu'il fait -5 degrés et que j'ai jamais réussi médecine après 3 échecs en première année. Inspire fort. Le côté rassurant n'était pas forcément le point fort de la paranthrope, mais quand on sortait des forces spéciales, on ne s'attendait pas à se faire border. Aussi, Étienne prit simplement sur lui et inspira. Ne lui laissant pas le luxe de réfléchir, Aurore commencera à opérer. Étienne sentit quelque chose de chaud dans sa cuisse, suivi par des petites décharges électriques tout le long de la jambe. Il vit le visage d'Aurore concentré, la langue, savrée, mordue à travers ses lèvres entr'ouvertes, dévoilant ses canines aiguisées comme des poignards. J'y suis presque... Là, c'est bon, je l'ai. Ça risque de faire un peu mal. Un peu fut un euphémisme. Étienne eut la sensation qu'on lui plantait un tison brûlant dans la cuisse, mais le saignement fou s'arrêta aussitôt. Aurore s'assit sur le côté, s'essuyant le front. Étienne serra les dents sans un mot, comme un enfant trop fier brûlé par du désinfectant qui pourrait ensuite dire que ça n'avait pas fait si mal que ça. Ça n'enlevait tout de même pas le mal de chien à sa jambe et il sentit son souffle se relâcher. Malgré le froid, il suait abondamment. Toutefois, en voyant que l'hémorragie était arrêtée, il sentit un intense soulagement lui venir. Ce ne serait pas encore pour cette fois. Il se tourna vers Aurore, la tête chancelant quelque peu. Merci. Ça valait facile une première année de médecine. Aurore sourit, sincèrement, et de fatigue. Il me reste plus qu'à te porter jusqu'à l'hôtel à présent. Je te jure, si un jour on te propose d'apprendre le polymorphisme, refuse et choisis la télépathie à la place. Elle avisa la vapomobile accidentée, le coffre, puis Étienne. Je vais faire quelque chose de risqué, d'accord ? Tu me demandes mon avis là ou tu m'informes juste que tu vas le faire ? Tu sais, je sais pas si on devrait retourner à l'hôtel. On devrait peut-être se planquer ailleurs. Ah, et puis au diable. C'est pas comme si on croulait sous les options. Fais ce que t'as à faire. Arrachant la porte du coffre-fort, elle récupéra le livre en le roulant sous un morceau de sa doudoune trouée, le calant dans ses vêtements. Elle revint vers Étienne en claudiquant et le fit basculer sur son dos, le laissant passer ses bras autour de ses épaules pour faciliter sa prise. On est à 5 km environ de la prochaine station à charbon. On y appellera l'ambassade pour qu'ils viennent nous chercher. Autant éviter d'entrer dans la ville la plus sûre du monde avec toi qui pisse le sang et moi qui transpire d'aspect. Je vais te porter, toi tu restes conscient. Raconte-moi des trucs, n'importe quoi. Mais t'endors pas, d'accord ? Étienne avisera le livre d'un regard inquiet. Transporter ce truc aussi proche d'elle n'allait pas faire du bien à Aurore, mais quel choix avait-il ? Il ne pouvait pas le laisser là.
Prenant maladroitement place, le vétéran évitera de penser qu'il se faisait soulever comme un enfant. Une posture qui avait un je ne sais quoi d'humiliant, qu'il faisait moins 5 degrés et qu'il était épuisé. Il laissera plutôt le train de ses pensées rouler à travers sa bouche. Ok, bon, c'est forcément Dark qui est derrière ce golem. Il doit renifler l'aspect ou un truc du genre. C'est comme ça qu'il nous a retrouvés. Mais t'as vu, il m'a complètement ignoré. Peut-être qu'il a été conçu pour voir que l'aspect. Ou bien il n'a pas reçu d'ordre me concernant. Il y a quand même un truc qui cloche. Enfin non, 2 trucs qui clochent. Déjà, il voulait ta peau, et tu me diras, je peux pas lui donner tort, mais que Dark veuille te capturer vivante, je saisis. Par contre te tuer. Ensuite, bizarre qu'il était tout seul. À la place de Dark, j'aurais envoyé au moins 2 ou 3 mecs accompagner le golem, histoire d'être sûr. Un golem, ok, c'est balèze, il connaît bien le salaud, mais ça reste un seul mec. Doit bien en avoir une blinde, non? Soit elle t'a sous-estimé, et moi avec, soit... je sais pas. Pour une nana comme ça coûtait rien d'envoyer une escorte. Y a peut-être encore des assassins dans le coin qui le suivaient, faut qu'on fasse gaffe. À moins que ça soit pas Dark, c'est pas Michel en tout cas. Il nous l'aurait envoyé directement à la gueule si c'était le cas. Je vois pas un mec de Saphir se défendre avec ça, d'autant que... il savait pas ta nature. Mais qui alors, si c'est pas Dark? Y a que elle qui pouvait savoir. C'est forcément elle. Dira Aurore en grimaçant, avançant un pas douloureux après l'autre. Une manière de me draguer, sans doute. Une sorte de... regarde ce que je peux faire. Si ce machin voulait me tuer, il l'aurait fait. Il n'a jamais visé ma tête. Il s'est contenté de me blesser. Ils ont été conçus pour traquer et tuer des carcistes comme moi. Merde. Un golem Aztlan. Je pensais que ces machins n'existaient plus depuis un moment. Étienne poussera un soupir amusé et fatigué avant de tout sauter. Te draguer? Bon sang, et moi qui croyais qu'il suffisait d'être sympa et de vous faire marrer. Définitivement, j'ai rien compris aux femmes. Il a peut-être pas visé ta tête, mais... il allait te tuer, hein. En tout cas, il se serait pas arrêté avant que tu le sois. Pour une parade nuptiale, c'est quand même assez extrême, non? Est-ce que ça pourrait ne pas être elle? Dans cette ville morte, il y avait aussi des golems partout. Peut-être que des juifs nous ont repérés et attendaient qu'on récupère le livre. À quoi est-ce que tu voyais que ce truc était Aztlan? Franchement, il ressemblait vachement au golem mort qu'on a vu, hein. Il laissa passer un bref silence. Écoute, je crois que tu devrais pas me porter. Je te ralentis et tu as ce foutu bouquin avec toi. Et si c'était une parade nuptiale, ta belle a peut-être envie de finir la nuit avec toi et a envoyé d'autres types pour te capturer. Et franchement, j'ai pas envie de me retrouver au milieu. S'il y a d'autres hostiles en route, on est mort à cause de moi. Si tu me laisses quelque part, je m'en sortirai jusqu'à ce que t'envoies quelqu'un me récupérer. Je ne saigne plus, je peux encore encaisser. Mais là, je te mets juste en danger. Tu vas faire une hypothermie en quelques minutes si je te laisse par terre dans le froid, espèce d'idiot. Elle grommela sous l'effort, mais ses pas se firent plus assurés, sa foulée plus longue. Peut-être que c'est un coup de la cabale. La pierre, celle qui alimentait le golem, j'en ai déjà vu des comme ça quand j'étais jeune. Les Aztlans s'en servaient pour alimenter leurs hommes-machines, mais t'as peut-être raison, j'accuse peut-être Dark hâtivement. Elle a les moyens de se procurer ce genre d'automate, mais elle a la réputation d'être beaucoup plus fourbe que ça. J'ai attiré sa curiosité, pas son animosité. Pas encore, en tout cas. Il vaut mieux qu'un seul y reste que nous deux. On m'a toujours dit que le plus important c'était la survie de l'escouade. On n'est que 2, tu me diras, mais... t'es tout ce qui me reste. Tu m'as sauvé la vie 2 fois et je veux pas que tu prennes des risques inconsidérés pour moi, c'est tout. Allez, c'est bon. Joue pas l'héroïne, ça va, je l'accepte. Il ignorait si c'était par fatigue ou par volonté qu'il disait tout ça. Toujours est-il que le sujet était inconfortable et qu'il décida de détourner le flot de ses pensées. Quant à Dark, ouais. Elle allait juste me tuer de sang-froid en pleine réception, mais ouais. Je la vois pas juste envoyer un golem pour le plaisir de te casser gentiment la gueule. Qui que ce soit, il sait. Pour toi. Et ça, c'est pas bon du tout. Non, ce n'est pas bon, Étienne. J'ai besoin de toi pour survivre à tout ça. Imagine, tu y restes, là, dans la neige, te vidant de ton sang de façon esthétique alors que les flocons recouvrent lentement ton visage. Je fais quoi, moi, après ? Je me vois affecter un nouveau partenaire pour me cornaquer. Imagine, je tombe sur un con. Les paranthropes, c'est le mal. Les femmes, c'est pour faire des enfants et à la cuisine. Je fais quoi, moi, après ? Mais ce serait si grave que ça ? De tomber sur un con ? Au pire, tu l'ignores, tu lui adresses pas la parole et tu le laisses se démerder quand un golem tout pas comme rien lui percera une artère. Au mieux, tu fais avec et t'apprends à le connaître et peut-être qu'au final, il sera pas aussi con que ça.
De plus, si nos patrons sont pas complètement demeurés, ils vont pas affecter un misogyne parentrophobe avec une carcisse comme toi. Leur but, c'est d'avoir du résultat. Pas de tout faire pour monter leurs agents les uns contre les autres. Je suis certain que tu pourrais même choisir du sur-mesure, comme dans une boutique. Je veux un grand baraquet de 2 mètres, il s'appellera John Clafouty ou une merde du genre. Il devrait savoir jouer au ping-pong, un truc comme ça. C'est pas le genre de truc que tu serais capable de demander. Et le pire, c'est qu'il serait capable d'accepter, c'est con. La paranthrope rit douloureusement en portant Étienne. J'en serais capable, oui. Mais mon John Clafouty, c'est toi pour le moment. Et tu me conviens bien. Le temps passa. Au loin commençaient à se dessiner les lueurs de la station charbon la plus proche. Tu as encore tes parents, Étienne ? Le vétéran acquiescera tristement. Ouais, ils sont très fiers de mon travail. Ils se sont fait à l'idée que je les verrai moins souvent, ils sont heureux dans leur petite maison de campagne paisible. Mais je crois qu'ils arriveraient à faire sans moi. Je les vois moins pour les grandes occasions seulement. J'ai plus le temps, ils le savent et c'est jamais facile de voir vieillir ses parents. De les voir perdre de leur superbe, tu vois, se faner et se dire que ils seront bientôt plus là. Je crois que j'ai pris de la distance avec eux justement pour ça. Pour me protéger indirectement. C'est con, hein. Je suis déjà à penser à la mort de mes parents alors qu'ils sont encore en vie et en bonne santé et que moi, je suis là en train de crever. Mais dans ma tête, j'y pense et je me dis qu'un jour, je vais l'apprendre si je survis à tout ça et ça va être dur. Enfin bon, là, c'est pas parti pour être gagnant. Il marquera un bref silence. Aurore ne devait plus avoir les siens. À son âge, on était déjà heureuse d'être en vie chez les humains. Mais surtout, tout s'est démêlé avec le gouvernement américain, avait clairement laissé sous-entendre qu'elle n'avait plus vraiment de famille. Elle n'avait d'ailleurs pas demandé à ce que quelqu'un la rejoigne en Francie. Bon, allez, c'est bon, c'est parlé de moi. Et les tiens, qu'est-ce qu'ils diraient en te voyant aujourd'hui ? Je pense que ma mère serait fière de moi. J'imagine. Une mère est toujours fière de ses enfants. Enfin, c'est ce que j'aime me dire. Mon père, je sais pas. Je sais pas vraiment qui c'est, pour être honnête. Je l'ai cherché un moment quand j'étais plus jeune. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est juste un pauvre soldat comme les autres qui a fait un gamin à sa femme avant de partir à la guerre et qui n'est jamais revenu. Elle renifla. Pas vraiment à cause du froid. Peut-être qu'il serait content d'apprendre que je suis une carciste accomplie qui sauve des humains sur son dos. Étienne restera un moment silencieux. De la manière dont elle les décrivait, les parents d'Aurore avaient l'air d'être comme tous les parents. Peut-être qu'il y avait davantage d'humanité dans l'inhumain qu'il ne le pensait. Jusqu'ici, il ne s'était jamais posé la question que sur Aurore, Étienne avait encore un regard relativement arrêté sur les paranthropes de manière générale, sa collègue faisant figure de petite exception. Y a pas de raison. Peut-être qu'il serait content que tu travailles de ton plein gré avec des humains, qui sait. Que tu représentes peut-être une nouvelle ère, une nouvelle génération, et que dans 50, 100, 200 ans dans ton cas, ça sera bientôt plus une exception. Les paranthropes sont encore jeunes sur le plan de l'existence. L'humanité les connaît depuis peu. Dans l'ancien monde, on raconte que l'esclavage était une pratique répandue dans le monde entier, et aujourd'hui, ça disparaît. Peut-être que tu feras partie de ces gens qui feront bouger les mentalités et permettront une nouvelle société. Il y aurait de quoi être fier. La paranthrope prit le temps d'y réfléchir, avançant pas à pas. J'ai hâte de voir Napoléon XIV, empereur paranthrope. Ça aurait de la gueule, n'empêche. Un paranthrope comme les autres, hein. Pas un clavigard pompeux ou une carciste dégénérée comme moi. Étienne froncera légèrement les sourcils. Trouvant l'image d'un Bonaparte blafard particulièrement dérangeante, il s'était engagé pour servir sous le drapeau, et donc l'empereur. Il avait été élevé dans le culte impérial et percevait toujours la famille impériale comme les guides de la Francie. Les imaginer paranthropes avaient quelque chose de contre-nature qui n'était pas d'ailleurs forcément lié à une haine des paranthropes. C'était comme imaginer un Napoléon asiatique ou noir de peau. Ce n'était pas ainsi que les choses étaient. Pas pour lui. Ouais, enfin, il y a peu de chances qu'on ait un empereur paranthrope, du moins si la constitution impériale change pas. Les Bonapartes sont plus que tout franciens, résolument fiers de leur sang et le préservent. Jamais ils se mêleront avec une autre race qui ne pourra pas lui rendre entièrement justice. Mais un ministre, un maréchal, un gouverneur, pourquoi pas, tiens. Si les tiens finissent par être acceptés, y a pas de raison. J'ai toujours vu la Francie comme une terre d'acceptation. Pas en termes de peuple ou de sorciers, mais en termes d'individus. J'aime à penser que
C'est un endroit où ce que tu es ne compte pas, mais ce que tu fais, oui. Tu vois, toi, t'es un bon exemple, toute proportion gardée. Combien de pays te lâcheraient la bride comme ça? Si mes supérieurs te voyaient juste comme un monstre ambulant avec des pouvoirs, ils te foutraient au trou bardé de chaînes et te sortiraient pour renifler de temps à autre des scènes de crime ou servir d'arme de guerre. S'ils t'offrent l'anonymat, la protection, de quoi satisfaire tes caprices et une relative liberté de circuler, c'est pas juste parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Je pense qu'ils t'accordent une confiance, relative c'est vrai, mais réelle. Si vraiment ils se méfiaient énormément de toi, tu penses qu'ils mettraient autre chose qu'un seul homme ordinaire comme garde-fou? Si tu veux t'enfuir, j'ai aucun autre moyen de t'en empêcher, tu le sais. Je le sais, ils le savent. Je peux même pas contrôler ce que tu fais et t'espionner. Tu peux jouer avec mes souvenirs ou bien être trop discrète pour que je dénonce quoi que ce soit. Tu le fais peut-être déjà d'ailleurs et j'en saurai probablement jamais rien. Au cas où t'aurais l'idée, ça servira à rien, je te préviens. Ils me demandent pas de rapport. S'ils te voyaient comme un monstre, ils n'agiraient pas ainsi. Ils voient autre chose, avec méfiance c'est vrai, mais ils voient une individu qui mérite d'être traité humainement. Et si eux peuvent le voir, ça veut dire que d'autres le peuvent. Je pense que ta situation ne va pas durer. Ah putain, qu'est-ce que j'ai mal. Si tu restes et que tout se passe bien, tu pourrais devenir une citoyenne francienne à part entière. Pas demain, pas l'année prochaine, mais dans 10 ans, 20 ans, des voix vont s'élever pour reconnaître que les paranthropes sont comme des humains. Dedans, il y a des ordures, dedans, il y a des gens bien. Et si je survis à ce merdier, il y aura ma voix. La paranthrope marqua un temps d'arrêt, reniflant un peu trop bruyamment, mais ne dit rien de plus. Marchant la tête baissée concentrée, Étienne n'avait pas besoin de voir son visage pour savoir que des larmes y coulaient. Un silence s'installa avant que la station charbon ne soit en vue. Aurore s'effondra dans la neige, visiblement épuisée. « Allez, va jouer les héros maintenant. » dira-t-elle en fermant les yeux, couchée dans la poudreuse. « I just found the perfect place to bleed out in peace. »